Bon matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de Cryptonic. Aujourd'hui, je suis pas mal excité de faire mon vidéo pour deux raisons en fait. La première, check ça, qu'est-ce que je me suis acheté en fin de semaine. Fait que tu vas maintenant voir ma face en HD pour te parler de crypto. Ça, c'est la première raison. J'avais bien hâte d'utiliser ma caméra. La deuxième raison, j'ai eu une discussion avec ma blonde en fin de semaine. On parlait de crypto, puis j'ai dit, attends une minute. On a acheté de l'Ethereum ensemble la dernière fois, mais sais-tu quoi la différence entre Ethereum et Bitcoin? Puis là, elle me dit, ben, il y en a un que le prix varie plus que l'autre, je pense. Je suis comme, ok. Fait pour quelqu'un qui s'initiait à la crypto, je pense que de comprendre c'est quoi la différence entre les différentes cryptos, entre autres Ethereum et Bitcoin, qui sont les deux plus gros, c'est super important. Fait qu'aujourd'hui, ce que je te propose, on va tenter en quelques minutes de t'expliquer à quoi ça sert Bitcoin, à quoi ça sert Ethereum, puis dans quoi tu t'embarques quand tu fais un investissement dans un de ces deux projets-là. Fait que, suis-moi, je t'amène sur la page coinmarketcap.com. CoinMarketCap, c'est ton outil numéro 1 que tu devrais consulter quotidiennement. Tous ceux à qui je conseille d'acheter des cryptos, un petit montant, je leur dis, va sur CoinMarketCap après ça tous les jours pour faire quoi, en fait? Pour regarder le prix du Bitcoin et d'Ethereum et de toutes les autres cryptos. Fait que CoinMarketCap va lister tous les cryptos et va te donner quelques infos, dont le prix, la variation dans les dernières heures, et là, il va te donner un peu d'infos. Fait que commençons avec ça pour essayer de distinguer c'est quoi les différences entre Bitcoin et Ethereum. Creusons un peu plus que juste le prix. La colonne qui est habituellement la plus importante ou qui va servir pour classer les cryptos, c'est le market cap ou la capitalisation de marché. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est simplement le prix, comme Bitcoin 39 144, c'est le prix de la dernière transaction Bitcoin, fois ce qu'on appelle le circulating supply ou le nombre de tokens en circulation. Fait que tu vois ici, tu vois un circulating supply de 18,9 millions de Bitcoin et un max supply de 21 millions de Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce chiffre-là est très important et c'est une des premières différences entre Ethereum et Bitcoin. Sache que les cryptos, tout ce que c'est en fait, c'est du code informatique accessible à tous, ce qu'on va appeler open source. Bitcoin, quand Satoshi Nakamoto a designé Bitcoin, lui, il s'est dit, il va y avoir 21 millions de Bitcoin disponibles, pas un de plus. Et au fil du temps, les miners qui entretiennent le réseau, qui processent les transactions, les miners vont recevoir, en échange de leur service, une récompense en Bitcoin. Une récompense qui, à chaque année, ou en fait à chaque 4 ans, je devrais dire, diminue. Donc, on est parti à 50 Bitcoin. Donc, à chaque fois que les miners résoudent l'équation mathématique cryptographique, se voit attribuer une récompense de 50 Bitcoin. À chaque 4 ans, cette récompense-là diminue de moitié. 50 à 25, à 12,5, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est à 6,25 Bitcoin par bloc miné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Bitcoin, on va dire sa politique monétaire ou le rythme à laquelle les Bitcoins sont émis ou sont en distribution, arrive sur le marché, est très connu. En fait, on peut savoir que, par cœur, je ne sais pas, mais je pense que c'est dans 140 ans à peu près, le dernier Bitcoin va être donné aux miners. Donc, il reste encore beaucoup de temps. Et ça, en fait, c'est une caractéristique intrinsèque de Bitcoin. 21 millions, donc ça veut dire une ressource qui va être limitée. On est 8 milliards d'habitants sur la planète Terre, il y a eu 21 millions de Bitcoin. Donc, la quantité limitée va créer de la rareté. L'idée derrière Bitcoin, ou derrière ce que Satoshi Nakamoto avait en tête, c'était de créer en fait une monnaie internationale qui va éventuellement devenir le dénominateur commun partout sur la planète. On s'amuse à dire que c'est une monnaie virtuelle ou que c'est la monnaie d'Internet, mais ça va devenir, selon moi, beaucoup plus que ça.
Bitcoin cherche à résoudre 3 choses, en fait. C'est assez simple quand tu y penses. La première chose, c'est d'être ce qu'on appelle un store of value ou un asset, un actif qui conserve sa valeur. Par exemple, tout le monde est familier avec l'immobilier. Tu achètes une maison, tu assumes qu'au fil du temps, ta maison va conserver sa valeur. Donc, l'immobilier, l'or, par exemple, est une valeur refuge dans les temps d'incertitude sur les marchés boursiers. Souvent, aujourd'hui en est un bon exemple. Les gens vont se diriger vers l'or, qui est une valeur refuge. Pourquoi l'or? Ben simplement parce que c'est dur d'extraire l'or du sol. Les gens aiment l'or, donc il y a une quantité limitée pour une demande qui est à peu près toujours constante. Donc Bitcoin, le rôle numéro 1, c'est être un actif, parce qu'il y a seulement 21 millions de Bitcoins sur la planète qui vont exister. C'est un actif qui va garder sa valeur. La deuxième utilité de Bitcoin, bien évidemment, c'est d'être un moyen d'échange. On parlait de l'immobilier pour garder la valeur, mais je ne peux pas te payer en maison. Je veux m'acheter un café, je ne peux pas te payer en maison. Je vais te donner juste un morceau de ma pièce de maison. Ça ne marche pas comme ça. Bitcoin, en fait, est divisible 1/100 millionième de fois. Dans le fond, 0.701. Fait que ça s'appelle un Satoshi. Fait que la plus petite unité, si tu veux investir en Bitcoin, tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin. Tu peux acheter un Satoshi qui est un 10 millionième de Bitcoin. Donc ça, pour acheter ton café, c'est beaucoup plus fonctionnel. Ou pour acheter une voiture, ou pour acheter peu importe quoi. En fait, Bitcoin devient un moyen de transaction super efficace. Donc je dirais pour l'instant, ces 2 premiers objectifs-là sont partiellement atteints avec Bitcoin. Je dis partiellement parce qu'évidemment, le prix est très volatile. Donc, le fait de conserver sa valeur, c'est discutable pour l'instant. La théorie derrière tout ça est qu'au fil du temps, lorsque tout le monde aura adopté Bitcoin et que ça va devenir beaucoup plus stable. Présentement, Bitcoin, on le voit, il y a une capitalisation boursière une valorisation de 741 millions de dollars US. C'est quand même beaucoup, mais si on compare le marché de l'or, par exemple, l'or, c'est 10 et 13 trillions de dollars. Donc, Bitcoin a beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre le niveau de présence ou de capitalisation, de valeur de l'actif que l'or, par exemple. Donc, la stabilité va venir au fil du temps pour garder sa valeur. Le troisième élément que Bitcoin cherche à accomplir, c'est d'être un unit of account ou en fait une unité dans laquelle tous les produits du quotidien pourront être comptés dans cette unité-là. Je m'explique. Tu vas au café. Maintenant, on parle en dollars parce qu'on est au Canada, des dollars canadiens. On va aller avec des euros quand on est en France. Un jour, Bitcoin a la prétention de dire que tout va être mesuré en Bitcoin. Donc, les états comptables des compagnies pourront être faits en Bitcoin. Ton café, autant que tu es au Vietnam ou au Canada, tu pourras acheter un café, il ne vaudra pas le même nombre de Bitcoin, mais ça sera l'unité de base pour toute la comptabilité. On n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient pourquoi? Parce qu'il y a des très grosses compagnies comme Tesla ou MicroStrategy ou encore des grosses compagnies d'assurance qui ont décidé d'intégrer Bitcoin dans leurs opérations. Donc, tranquillement, en les intégrant, ils n'ont pas le choix de les mettre sur leur bilan financier. Et petit à petit, c'est comme ça que Bitcoin va infiltrer le monde des affaires, particulièrement les compagnies internationales vont adopter Bitcoin. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour eux autres de produire leurs états financiers. Je m'égare un peu. Revenons à la base. Quelle est la différence entre Bitcoin et Ethereum? Bitcoin, c'est une monnaie internationale. Ethereum, en fait, c'est la deuxième plus grosse crypto. Ils sont liés en quelque sorte. Le fondateur d'Ethereum, que vous avez sans doute déjà vu, Vitalik Buterin, qui est un Canadien d'origine russe, était à l'origine dans l'équipe de développeurs de Bitcoin. Lui, ce qu'il voulait, ce qu'il a proposé, mais malheureusement qui n'a pas passé, ce qu'il a proposé, c'est d'ajouter des features le fun, des fonctionnalités à Bitcoin.
Parce que Bitcoin, pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est échanger. Je t'envoie des Bitcoins, tu m'envoies des Bitcoins, ça finit là. Lui, ce qu'il voyait, c'était un petit peu plus grand, où il voyait autre chose. Donc, il a proposé à la communauté d'ajouter ce qu'on appelle des smart contracts ou des smart contracts, il n'y a pas de traduction pour ça, au Bitcoin. C'est quoi un smart contract? C'est n'importe quelle fonctionnalité, c'est un morceau de code qui est exécuté sur le blockchain, donc totalement décentralisé, totalement autonome. Une fois que le code est programmé, on ne peut plus y toucher. Donc, c'est un moyen d'interagir avec le blockchain, autrement que juste faire des transactions, par exemple Bitcoin d'un utilisateur à un autre. Je te donne un exemple de c'est quoi un smart contract. Par exemple, tu es un agriculteur et tu produis du maïs. Et toi, tu veux avoir une assurance qui te dit s'il n'y a pas eu tant de pluie dans l'année, je vais être dédommagé. Fait qu'on s'imagine que sur le blockchain, un jour, tous ces produits vont exister. Alors moi, je suis le fermier, j'ai ma récolte et tout simplement, je m'entends avec un assureur qui est en ligne sur le blockchain qui dit « Parfait, nous, on va regarder ce site-là d'information qui est par exemple un organisme gouvernemental qui lui donne toutes les données météorologiques. Il va dire la pluie a tombé tant de millimètres. Donc, s'il n'a pas tombé autant de millimètres de pluie que tu aurais espéré dans ton année, automatiquement, le smart contract va te dédommager. Donc, toi, tu verses une prime mensuelle, par exemple, au smart contract. Le smart contract regarde les données autour de lui, les données météorologiques dans ce cas-ci, et décide de te payer une prime de dédommagement si les conditions qui ont été préétablies dans le contrat ou dans le smart contract ont été respectées ou pas. Fait que ça, c'est un premier exemple. C'est assez complexe, mais c'est le genre de choses qu'on voit sur le blockchain, sur la plateforme Ethereum. Fait que tu vois que sur Bitcoin, on n'est pas capable du tout de faire ça. C'est deux choses complètement séparées. Ethereum, il faut le voir comme une plateforme de développement qui, à la base, te permet en fait d'utiliser le token pour mille et une raisons. Tu peux utiliser le token aussi, par exemple, pour des produits financiers. Fait qu'un deuxième exemple de smart contract pourrait être tout simplement, moi j'ai 5 Ethereum dans mon wallet et je décide de t'en prêter un pour recevoir de l'intérêt en échange. Il y a il y a une compagnie qui a décidé, parfait, moi je vais offrir un produit, donc je vais créer un smart contract sur la plateforme Ethereum qui va faire en sorte que quand les gens m'envoient leur Ethereum, moi je leur verse 5-6% d'intérêt en échange, mais moi je peux prêter cet Ethereum-là à quelqu'un d'autre qui lui en a besoin, il voudrait emprunter plutôt que de prêter. Fait que voici un autre exemple d'un smart contract. Je reviens à CoinMarketCap. Tu vois, Ethereum, en fait, on va avoir plus d'infos. Circulating Supply va dessus 119,8 millions d'Ethereum en circulation. Et Max Supply, tu vois ici, il n'y a pas de Max Supply. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne sait pas dans le futur combien d'Ethereum il va avoir. Donc, quand je parlais tantôt de la politique monétaire de Bitcoin qui est très connue, 21 millions de Bitcoin, pas un de plus, Ethereum, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Jusqu'à récemment, le nombre d'Ethereum en circulation augmentait légèrement. Donc, la récompense aux mineurs qui entretiennent le réseau, qui processent les transactions et donc les smart contracts, en fait, était plus grande. En fait, il y avait toujours une augmentation parce qu'il y avait toujours une paye qui allait aux mineurs. Récemment, on n'embarquera pas dans le détail, la politique monétaire d'Ethereum a changé. Donc, maintenant, il y a une partie de récompense qui s'en va aux mineurs et il y a une autre partie qui est tout simplement éliminée de la circulation. Donc, au lieu d'avoir une augmentation du nombre d'Ethereum en circulation, maintenant, il y a une diminution du nombre d'Ethereum en circulation. Et ça s'ajuste en fonction de l'achalandage du réseau. Donc, tu vois que Ethereum et Bitcoin sont deux projets complètement différents.
Par contre, on peut les mettre dans la même catégorie, ce qu'on va appeler des Layer 1 ou des Layer 1. Qu'est-ce que ça veut dire en fait un Layer 1? Tu vas souvent entendre l'expression dans le jargon des blockchains. En fait, c'est qu'ils offrent un blockchain. Ils ont leur propre Bitcoin, c'est un blockchain. Ethereum, c'est un autre blockchain. Donc, on les appelle des Layer 1. Les Layer 1, qu'est-ce qu'il faut comprendre ou qu'est-ce qui est intéressant à savoir? Je te montre ça ici. Ils ont ce qu'on appelle un trilemma ou un trilemme, si ça se dit en français. En fait, quand tu conçois un blockchain, tu peux choisir de mettre l'accent sur 2 critères de conception et pas 3. Et les 3 gros critères de conception qu'on discute quand on parle de blockchain, c'est la décentralisation. Donc, qui contrôle le blockchain? Est-ce que c'est une personne ou c'est une communauté de millions de personnes? Donc, la décentralisation, la sécurité, donc à quel point c'est facile ou difficile de hacker le réseau, et le scalability, ou à quel point on peut processer beaucoup de transactions sur le réseau. Malheureusement, si tu veux être complètement décentralisé et secure, ben, le compromis à faire, c'est que c'est plus long faire processer chaque bloc, donc faire des transactions rapidement. Bitcoin et Ethereum étant 2 Layer 1, donc 2 blockchains différents, ont misé beaucoup sur la décentralisation et la sécurité. Bitcoin, particulièrement la décentralisation et la sécurité. Ethereum, un petit peu moins parce qu'il veut processer plus de transactions parce que c'est une plateforme. Je ne me lance pas plus loin. Évidemment, il y a beaucoup d'autres catégories de projets crypto qui existent, que ce soit des Layer 2, que ce soit du DeFi, que ce soit des NFT. Je garde tous ces sujets-là pour un prochain vidéo. Mais pour l'instant, je pense que tu as un bon aperçu de qu'est-ce que c'est Bitcoin. Bitcoin 21 millions, c'est une monnaie. Ethereum, un supply variable, c'est une plateforme de développement avec des smart contracts. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, laisse-moi un commentaire et partage la vidéo. Ciao!